Abouzir, une nécropole méconnue de l'Égypte ancienne. Ici, des pharaons de la 5e dynastie ont modifié l'aspect de leurs pyramides. Mais au cours d'une époque charnière de cette grande civilisation, ces rois soleils ont donné vie à de nouveaux temples et laissé une trace indélébile dans l'histoire de l'Égypte. On est à l'aube d'une nouvelle phase de l'histoire égyptienne. Ici, de curieuses pyramides se dressent à côté d'étranges édifices. Des spécialistes vont nous guider dans les méandres de cet incroyable complexe funéraire et nous aider à déchiffrer ces mystères. La voilà. Waouh, on a réussi à la trouver. Merci. Qui étaient ces pharaons surnommés les rois soleils? Et comment expliquer l'aspect inhabituel de leurs pyramides? C'est vraiment très grand. Quand on se trouve là devant, on se rend vraiment compte de ses proportions. Abouzir renferme l'histoire de l'ascension et de la chute de la 5e dynastie. Pour percer l'énigme de cette nécropole, nous allons explorer la structure cachée de ces monuments, temples, sépultures et pyramides. Nous allons décoder des inscriptions anciennes, fouiller des monuments oubliés et reconstituer l'aspect de ces merveilles au sommet de leur gloire. Nous allons faire revivre les pyramides des rois soleils. Les pyramides de Gizeh sont le symbole par excellence de l'Égypte ancienne. Les tombeaux monumentaux de souverains absolus, les pharaons. Mais à une quinzaine de kilomètres de ce site emblématique, il existe une autre nécropole royale, Abouzir. Bâtie quelques décennies seulement après les pyramides de Gizeh, elle est encore plus mystérieuse. Les premières fouilles, entreprises dès le début du XXe siècle, sont toujours en cours. Le complexe funéraire est actuellement fermé au public. Mais nos caméras ont pu suivre des archéologues sur ce site extraordinaire. Ici, bien des énigmes restent à élucider. Il y a 4500 ans, le sanctuaire s'étendait sur plus de 150 hectares. Il comptait 14 pyramides, parées de calcaire blanc et de granit rouge. Dans le nord du site, des monuments singuliers culminaient à plus de 50 mètres. Ils étaient composés d'immenses obélisques de calcaire et de mystérieux autels. Enfin, des tombeaux répartis en petits groupes étaient disséminés dans le paysage. Qui a bâti cette splendide nécropole? Cédric Gobeil, conservateur du musée égyptien de Turin, s'intéresse de près à ces mystérieux monuments et à la période de leur construction. Le site d'Abouzir est absolument unique. Il est recouvert de plusieurs pyramides, d'autres structures un peu plus mystérieuses. Beaucoup de personnes ont entendu parler de Giza et Saqqara, mais beaucoup moins ont entendu parler d'Abouzir. L'archéologue examine d'abord un curieux édifice, à moitié enfoui dans le sable. Waouh! On est ici, sur le sommet d'une structure mystérieuse d'Abouzir. Ça ressemble, à mon avis, à la structure d'une pyramide. Et en plus, le plan de la structure est carré, comme celui d'une pyramide. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle semble être inachevée. On voit clairement le plan intérieur d'une chambre funéraire et les vestiges de ce qui semble être un toit. Ce qui est étonnant, qu'on a placé des pierres, du sable, du remblai, pour vraiment la terminer de manière plate. Et tout autour, on l'a chemisé avec des pierres calcaires. Il ne s'agit pas d'une pyramide, mais d'un mastaba, un édifice rectangulaire typique de l'architecture funéraire de l'Ancien Empire. Ici, les archéologues ont fait une découverte étonnante. À 6 mètres sous le sable, au plus profond de la tombe, ils ont mis au jour les vestiges d'un sarcophage de granit rouge.
les fragments de 4 vases canopes en travertin et les restes épars d'une momie, dont une main gauche entière. La tombe contenait un autre élément important, un bloc de calcaire gravé d'une inscription noire. Ces éléments sont-ils suffisants pour identifier le haut personnage enterré ici? Cédric Gobeil nous mène au cœur de la chambre funéraire. On est présentement à l'intérieur du mastaba, exactement sur le corridor descendant qui mène de l'extérieur à l'intérieur de la chambre funéraire. Il analyse les vestiges découverts lors de la toute première fouille. J'en regarde une, c'est la photo d'une main momifiée. Les analyses anthropologiques ont montré qu'il s'agissait de la main gauche d'un individu de sexe masculin qui est mort aux alentours de 20-23 ans. Cette main momifiée est probablement celle de l'occupant de la tombe. Et son identité a été miraculeusement conservée. Une seconde photo ici, la photo d'un graffito. Il est peint à l'encre noire et on voit le cartouche du nom d'un roi. Et les signes à l'intérieur sont clairement lisibles. On reconnaît très bien le nom, ce qui confirmerait, je pense, que le roi qui est enterré ici dans ce mastaba soit bien Néfer-Efra. Néfer-Efré est un pharaon de la 5e dynastie. Il monte sur le trône d'Égypte au 25e siècle avant notre ère, plus de 1000 ans avant la naissance du célèbre pharaon de la 18e dynastie, Toutankhamon. Mais Néfer-Efré ne régnera que 2 ans. Il meurt jeune, à l'âge de 23 ans. Cette mort prématurée explique la modestie de sa tombe, comparée aux pyramides d'autres pharaons d'Abousir. Cette nécropole abriterait donc les dépouilles des rois de la 5e dynastie. Pour en avoir la preuve, Cédric Gobeil se rend sur les vestiges d'un vaste temple funéraire. Oh, wow! Voilà. J'ai trouvé un indice supplémentaire. C'est formidable. Donc, tout de suite, on voit un cartouche royal qui nous donne le nom d'un autre roi. Et ce qu'on regarde à l'intérieur, on voit les signes. On lit très, très clairement Saouré, donc le roi Saouré. Nous disposons maintenant de 2 noms de pharaons. Mais quel était le lien de parenté entre Saouré et Néfer-Efré? Pour le savoir, il faut examiner minutieusement un document essentiel, commandité par un souverain bien plus tardif, Séti Ier. L'inscription a été découverte au sein du temple d'Abydos, dans le sud de l'Égypte. Cette longue liste de noms apporte des informations précieuses pour les archéologues. La liste royale d'Abydos donne l'ordre chronologique de la succession des rois. Et il y a 2 cartouches, il y a 2 noms qui attirent particulièrement mon attention. Néfer-Efré. Dans un second cartouche, on a le nom de Saouré. Les 2 noms sont tout proches sur la liste. Mais entre les 2, il y a un autre cartouche, donc il y a un roi. Il est possible d'assumer à être celle de le fils de Saouré. La succession de Saouré apparaît clairement dans la liste des rois. Il est directement suivi par Néfer-Irkaré, lui-même suivi de Néfer-Efré et Niuseré. Ces 2 derniers étaient sans doute des frères. Saouré est le 2e pharaon de la 5e dynastie d'Égypte. C'est le père de Néfer-Irkaré et le grand-père de Néfer-Efré et de Niuseré. Les membres de cette famille sont enterrés tout près les uns des autres à Abousir, aux côtés de leurs enfants et de leurs épouses. Abousir est donc une nécropole familiale destinée à accueillir les rois successifs de la 5e dynastie. La mort soudaine de Néfer-Efré a entraîné des funérailles précipitées. Il a été inhumé dans une pyramide inachevée, le mastaba au toit plat. Elle est située à proximité des pyramides de son grand-père, Saouré, de son frère, Niuseré,
et de son père, Néferir-Karé. La pyramide de Néferir-Karé est la plus grande et la plus fascinante d'Abousir. Mais sa construction est bien différente des pyramides de Gizeh, avec leurs élégantes parois rectilignes. Zeinab Badigoun est venue enquêter sur la construction des pyramides d'Abousir. Wow! C'est vraiment très grand. Quand on se trouve là, devant, on se rend vraiment compte de ses proportions. J'ai l'impression d'avoir la taille d'un petit pois à côté. Pour bâtir un monument comme celui-ci, il fallait une main-d'œuvre pléthorique. Les Égyptiens n'avaient rien. Pas de machine, pas de grue. On déplaçait une pierre après l'autre. L'ingénieur va comparer les édifices d'Abousir aux pyramides monumentales de Gizeh. Je voudrais comprendre la méthode de construction de ces pyramides comparée à celle de Gizeh. Clairement, c'est très différent. Les merveilles de Gizeh sont antérieures aux pyramides d'Abousir, mais seule une poignée de décennies les sépare. Logiquement, leur conception devrait être la même. Zeinab Badigoun examine la plus grande des pyramides, située au cœur du site, celle de Néferir-Karé. La maçonnerie va lui fournir un premier élément de comparaison. Le monument est imposant, mais il est recouvert de sable et de décombres. Son effondrement partiel n'empêche pas de voir un élément clé de sa structure. Déjà, on voit qu'il s'agit plutôt d'une pyramide à degrés. La pyramide de Néferir-Karé est faite d'étages ou degrés successifs, comme les marches d'un escalier. Quand Néferir-Karé arrive au pouvoir, ce modèle de sépulture est déjà ancien. La première pyramide à degrés a été bâtie à Saqqara plus d'un siècle auparavant. Les pyramides à degrés sont les premières qui ont été érigées en Égypte. Elles témoignent d'une conception beaucoup moins ambitieuse que les pyramides de Gizeh. La grande pyramide de Gizeh, celle du pharaon Khéops, culminait autrefois à 146 mètres. Elle est faite de blocs de calcaire massif d'excellente qualité. Son parement incliné, taillé avec soin, lui donne cet aspect remarquablement lisse. La pyramide à degrés de Saqqara, d'un style plus ancien, n'atteint que 61 mètres. Elle est composée d'assises de plus en plus petites, placées les unes sur les autres. Il s'agit d'un mode de construction plus commode et bien plus économique. La pyramide emblématique de cette époque est celle de Djéser, un pharaon de la 3e dynastie. Ces phases de construction successives sont imbriquées les unes dans les autres, comme une gigantesque poupée russe. Djéser fait d'abord ériger un mastaba carré de 63 mètres de côté et 8 mètres de hauteur. Peu satisfait, il fait bâtir des extensions sur les côtés. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il veut aller bien plus loin. Cette base va servir de noyau à la toute première pyramide d'Égypte. 4 mastabas empilés les uns sur les autres, le tout culminant à 43 mètres. Il continue de l'agrandir et ajoute 2 niveaux supplémentaires. Le résultat, c'est cette formidable pyramide à 6 degrés. Pourquoi la pyramide de Néferir-Karé paraît-elle si différente? Ici, depuis l'angle nord-est de la pyramide, on voit tout de suite qu'il s'agit d'une construction à 6 degrés. Zeinab Badigoun continue l'examen de la structure. Elle remarque l'étrange particularité des blocs qui la constituent. Quand on se place ici, on voit qu'il y a 2 types de matériaux de construction. On a des blocs de calcaire qui sont de très bonne qualité. Et là, on a plutôt du calcaire de mauvaise qualité. Regardez, il suffit de le toucher comme ça pour qu'il s'effrite. Comme un biscuit. Ces 2 matériaux témoignent d'une rupture dans la construction de la pyramide. Ça montre que cette pyramide a été construite en 2 phases plutôt qu'en une seule fois. On voit bien la différence entre les 2 phases de construction. Dans la seconde phase, les blocs de calcaire sont plus petits et de qualité médiocre.
Au départ, les bâtisseurs seraient donc partis sur un plan traditionnel, celui des pyramides à degrés. Puis un changement est survenu. Des blocs de calcaire de mauvaise qualité ont été grossièrement taillés pour élargir la base. Zeina Badigoun repère un curieux bloc de granit rouge à moitié enfoui dans le sable. Là, on est au pied de l'angle est de la pyramide. Et on a sans doute ici une pierre de la seconde phase. On voit qu'elle a été taillée en angle et elle se trouve à la base de la pyramide. Donc elle a dû être utilisée pour le parement. Ce beau granit rouge a été soigneusement taillé. C'était sans doute le matériau choisi pour revêtir les parois du monument. Néferir Carré aurait donc finalement opté pour une vraie pyramide à face lisse, dans le style de celle de Gizeh. Un véritable revirement. L'ingénieur nous montre une autre originalité de la pyramide. Ici, le parement n'est pas présent jusqu'en haut, ce qui veut dire qu'il n'a pas été terminé. Au départ, Néferir Carré entreprend la construction d'une pyramide à 6 degrés. Chaque niveau mesure 9 mètres de hauteur. Les ouvriers commencent à parer la base de blocs de calcaire blanc. Mais tout à coup, l'opération est interrompue. Les ouvriers élargissent alors la base de 10 mètres et ajoutent 2 degrés de plus au sommet. Ensuite, ils entreprennent d'installer le parement en granit rouge. Le but est d'obtenir des faces lisses comme celle de Gizeh. Mais le couvert de granit n'est pas terminé et la structure commence à s'effriter. Néferir Carré meurt subitement aux alentours de 2405 avant notre ère. Le parement de granit ne sera jamais terminé. Le roi est inhumé dans cette tombe inachevée. Curieux croisement entre une pyramide à degrés et une pyramide à face lisse. Zeina Badigoun cherche à savoir si la pyramide de Néferir Carré aurait pu rivaliser avec la grande pyramide de Gizeh. J'essaie de voir quelle aurait été la hauteur de cette pyramide si la seconde phase de construction avait été achevée. On sait grâce aux fouilles que sa pente est de 54 degrés. Donc, pour calculer sa hauteur, il suffit de mesurer sa base. Le calcul repose sur une simple formule trigonométrique. Reste à prendre les mesures. Pour ce faire, l'ingénieur choisit le côté est de la pyramide. Bon, donc le côté mesure environ 105 mètres. Zeina Badigoun peut maintenant procéder au calcul. Si la seconde phase avait été terminée, cette pyramide aurait atteint 72 mètres de hauteur. La pyramide de Néferir Carré aurait été plus haute que celle de Saqqara. Mais elle aurait paru insignifiante comparée aux 146 mètres de la grande pyramide de Gizeh. Les pyramides sont les symboles emblématiques du pouvoir pharaonique. Chaque dynastie apporte son lot d'innovations dans les méthodes de construction. Alors pourquoi les pharaons de la 5e dynastie ont-ils choisi un style dépassé et des matériaux de mauvaise qualité pour leurs précieux monuments funéraires? La plus ancienne pyramide du site est celle du pharaon Saouré. Elle est faite de moellons de qualité médiocre, recouverts d'un parement de calcaire blanc. Son fils, Néferir Carré, construit ensuite son monument à degrés en 2 étapes. Les ouvriers tentent en vain de le convertir en pyramide à face lisse. Puis son fils, Néferefré, commence à faire bâtir sa pyramide. Mais il meurt avant qu'elle ne soit achevée. Elle reste à l'état de mastaba. Pour finir, Niuserre insère sa pyramide entre celle de son père et de son grand-père. Pourquoi tant d'échecs et de compromis dans la construction de ces monuments si précieux pour les pharaons? Cédric Gobeil se dirige vers le complexe pyramidal de Niuserre. Il veut examiner les autres monuments funéraires du pharaon.
Ils pourront peut-être éclairer les difficultés qu'ont rencontrées les rois de la 5e dynastie. Niuserre, le fils de Néferir-Karé, est le 6e pharaon de la 5e dynastie. Sa pyramide mesure 52 mètres de hauteur. On peut encore distinguer les vestiges de son temple funéraire, juste au pied de la pyramide. Selon la tradition, on accédait au temple et à la pyramide par une longue voie rectiligne. Cette chaussée ascendante est un élément central de l'architecture funéraire égyptienne. Elle permet aux prêtres de passer du temple d'accueil en contrebas au temple funéraire pour procéder au rituel. Alors on a la pyramide, on a son temple mortuaire derrière nous. Mais ce qui vraiment attire mon attention, il y a vraiment certains mystères et certaines structures étranges. Le temple funéraire de Niuserre et sa chaussée paraissent de conception inhabituelle. Ce que je veux faire, c'est de faire voler un drone de façon à avoir une vue vraiment d'au-dessus. L'archéologue a obtenu une autorisation spéciale pour faire une reconnaissance aérienne. Mais l'opération ne va pas être facile. Le temple funéraire et la chaussée sont en ruine et en partie recouverts de sable. Pour obtenir la meilleure vue possible, Cédric Gobeil travaille avec un pilote de drone, Ahmed Hassan Ali. Perfect. Parfait. On voit très bien les structures. C'est magnifique. Génial. Fantastique. Ici, on devrait voir la chaussée. La voilà. La voilà. Waouh. On voit clairement qu'elle est coudée. La forme de cette chaussée est en rupture avec la conception traditionnelle de cet élément funéraire. La chaussée montante du temple mortuaire de Niuserre n'est pas droite comme elle aurait dû être, mais elle est en angle, elle forme un angle entre son temple de la vallée et son temple mortuaire. L'explication apparaît rapidement. Alors, la raison semble être maintenant assez évidente. C'est que Niuserre a récupéré une partie de la chaussée montante de Néferir-Karé et a terminé sa construction pour la faire rejoindre son temple mortuaire. Niuserre s'approprie la chaussée qui part de la pyramide de son père Néferir-Karé et il la réoriente pour la relier à la sienne. Cette récupération semble indiquer une volonté d'économie. Un choix rare et surprenant de la part d'un pharaon. Et là, on a la fin de la chaussée. On a réussi à la trouver. Merci. Cédric Gobeil demande ensuite au pilote de survoler le temple funéraire de Niuserre. Il veut voir s'il présente lui aussi des éléments inhabituels. La vue aérienne révèle le plan du temple au sol. Wow. On voit bien la forme en L du temple. Ce point de vue exceptionnel fait apparaître un autre choix de conception singulier. Un temple mortuaire, à la base, il est en forme de T, comme celui par exemple de la pyramide de Néferir-Karé, de la pyramide de Saoré. Mais chez Niuserre, dans son cas, le temple mortuaire, il n'est pas en T, il est en forme de L. Alors la raison est simple, c'est qu'il a été obligé de déplacer l'axe principal de son temple un peu plus vers le sud. Les complexes funéraires de l'Ancien Empire suivent tous le même plan. Mais ici, Niuserre s'écarte radicalement de la tradition. La raison, c'est qu'il y avait un groupe de monuments déjà construits qui se trouvaient là avant. C'est un groupe de mastaba. Le drone permet de voir le groupe de monuments qui ont obligé Niuserre à transiger avec la tradition. Il a été contraint de les contourner, d'où ce temple en forme de L et la chaussée coudée. On a réussi. Oui. Mais pourquoi Niuserre a-t-il choisi cet emplacement si peu pratique? Cédric Gobeil revient au pied de la pyramide pour trouver la réponse.
Alors maintenant aussi, on comprend très bien, grâce aux images prises, l'alignement de ces pyramides d'Abousir. Elles pointent vraiment dans une seule et même direction. Pourquoi la pyramide de Niuserre est à cet endroit? Elle n'est pas du tout dans l'alignement des autres pyramides. Les pyramides de Saouré, de Néferirkare et de Néferefre sont disposées sur une même diagonale, mais pas celle de Niuserre. Ce défaut d'alignement montre que le pharaon a dû trouver des compromis pour chacun des éléments de son complexe. Il a dû faire au mieux avec l'espace limité dont il disposait. Quand Niuserre monte sur le trône vers 2400 avant notre ère, son devoir est d'abord d'achever les pyramides de son père, de sa mère et de son frère. Sa pyramide aurait dû se trouver au bout de la rangée. Mais il aurait alors fallu bâtir une longue chaussée pour atteindre le Nil. Par économie, il insère son monument dans un espace restreint, mais plus proche du fleuve. Il peut alors utiliser les fondations construites pour la chaussée de son père et la diriger vers sa propre pyramide. Les prêtres qui arrivent en bateau peuvent ainsi emprunter la chaussée coudée pour se rendre à son temple funéraire. Je suis vraiment maintenant capable de comprendre pourquoi Niuserre a réussi à faire une plus petite pyramide et à avoir un temple mortuaire qui est un petit peu différent des autres. Il avait un héritage à gérer énorme. Il a eu à terminer la pyramide de son père, Néferirkare, la pyramide de son frère, transformant Mastaba, Néferefre, ainsi que son propre complexe pyramidal. Le père et le frère de Niuserre sont morts avant l'achèvement de leur demeure d'éternité. Niuserre hérite de structures inachevées qu'il a pour tâche de terminer. Un énorme fardeau financier. Alors il y avait énormément de choses à faire à son époque. Alors il a été obligé de faire des compromis. Et c'est donc la raison pour laquelle sa pyramide est un peu plus petite, son temple mortuaire est un peu dévié, et il a été aussi obligé de récupérer la chaussée montante de son père. De cette façon, il a réussi à faire le meilleur des compromis. Pour les Égyptiens, le tombeau est l'indispensable moyen d'accéder à l'éternité. Les sépultures grandioses comme les pyramides et les mastabas leur assurent un transfert sans encombre vers l'au-delà, où ils deviendront des dieux. Plus de 100 pyramides sont disséminées dans les sables d'Égypte. Beaucoup d'entre elles cachent un labyrinthe de salles et de passages secrets. Lors de l'inhumation, les chambres mortuaires étaient remplies d'une multitude d'objets de grande valeur. Elles abritaient un véritable trésor, comme celui découvert dans la tombe de Toutankhamon. Mais ces lieux sacrés ont été pillés à de multiples reprises et vidés de leur contenu. La construction de pyramides est une entreprise colossale. Il faut une vie entière et beaucoup de moyens pour les bâtir. Les pharaons ont à leur disposition toutes les richesses d'un pays prospère. Alors pourquoi les rois de la 5e dynastie ont-ils transigé avec les traditions funéraires, au point de risquer leur place dans l'au-delà? Est-ce la marque de troubles survenus durant leur règne? Kimberley Watt travaille pour le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités. Elle est venue explorer les ruines du temple de Saouré. Avec elle, nous allons découvrir ce qui a obligé les pharaons à modérer leurs ambitions funéraires. Kimberley Watt explore des chambres rectangulaires au cœur du temple. Ces rangées sont les vestiges de magasins ou pièces de stockage. Ces pièces de stockage étaient fermées. Le temple aurait stocké du grain, de la viande, du lin, du cuir, tous des éléments qui allaient être offerts ensuite au roi et aux dieux. Par la suite, cela aurait été redistribué au personnel du temple. Ces denrées constituent donc aussi le salaire du personnel. Le temple de Saouré compte une quantité étonnante de magasins, assez pour subvenir aux besoins d'environ 300 personnes.
Prêtres, paysans, artisans, cuisiniers, scribes. Le temple est une vaste machine économique qui doit être administrée avec soin. Mais cette administration prend rapidement des proportions incontrôlables. Il faut toujours plus de denrées pour payer les fonctionnaires. Et donc toujours davantage de fonctionnaires pour distribuer les denrées. C'est un cercle vicieux. L'inflation démesurée du personnel des temples n'est pas circonscrite aux nécropoles. C'est un phénomène qu'on observe dans tout le pays. Kimberley Watt passe en revue les fonctions de cette main-d'œuvre. Son expansion pourrait expliquer les mesures d'économie faites ici par les pharaons. Elle analyse un formidable lot de papyrus trouvés dans la nécropole d'Abousir. De papyrus ont été découverts. Ce sont des archives administratives qui datent de la 5e et de la 6e dynastie. Elles révèlent des détails incroyables sur la vie et l'organisation de l'économie, du fonctionnement des temples dans la région. Ces documents uniques en leur genre livrent des informations précieuses sur le quotidien des temples. Tout y est consigné, les tableaux de service des prêtres, des listes d'offrandes et le contenu précis de chacun des sanctuaires. On y trouve aussi des lettres et des décrets sur le fonctionnement du culte. Mais en plus, ça nous dit le nom du personnel, des membres du clergé qui travaillaient là, qui étaient actifs, qui passaient d'un temple à l'autre, mais aussi des produits qui transitaient d'un temple à l'autre. Donc tout ça, c'est détaillé dans ces papyri. Kimberley Watt déchiffre d'autres fragments du document. Un véritable emploi du temps du personnel. C'est une liste d'activités du mois. Donc on décrit que les membres du personnel qui sont présents pendant ce mois, et donc les activités qu'il fallait faire. Par exemple, nettoyer les statues royales. Ces fragments témoignent aussi du développement étonnant de l'administration sous la 5e dynastie. Elle devient peu à peu un pouvoir au sein du pouvoir. Une évolution qui tend à éroder l'autorité du pharaon. Le pharaon lui-même donne plus de pouvoir à ses fonctionnaires, à des membres non royaux de son administration. C'est un tournant. Les pharaons de l'Ancien Empire délèguent une partie de leur pouvoir à de proches conseillers et amis. Ce partage de l'autorité permet à la civilisation égyptienne de s'étendre et de prospérer. Des centaines de fonctionnaires collectent les taxes, gèrent les greniers et contrôlent les offrandes faites au temple royal. Les fonctionnaires de l'État reçoivent de bons salaires. Ils mènent une vie de plus en plus luxueuse et transmettent leurs charges à leurs enfants. À mesure que leur richesse et leur pouvoir augmentent, ils se montrent moins soumis. Cette situation crée des rapports conflictuels avec le pharaon. Les grandes familles de la bureaucratie deviennent dangereusement puissantes. Et le pharaon en subit les conséquences. Tout le personnel du temple a mené à la création d'une nouvelle élite qui soit locale. À partir de là, effectivement, il y a eu une forme de décentralisation qui s'est distribuée dans tout le pays, ce qui a commencé à amenuiser le pouvoir du pharaon. La loyauté des puissants dignitaires a un prix. La montée en puissance de l'élite des fonctionnaires menace l'autorité du pharaon et épuise les finances de l'État. Quelle est l'ampleur du pouvoir des fonctionnaires? Et quelles sont les conséquences de cette redistribution de l'autorité? Kimberley Watt explore les temples et les tombes d'Abousir en quête d'indices. Elle quitte le temple funéraire de Saouré et traverse le site pour atteindre un autre monument, en apparence plus modeste. Il témoigne des menaces qui pèsent sur les pharaons de la 5e dynastie. C'est une tombe à la construction soignée.
L'entrée se compose d'un portique colossal, soutenu par 2 colonnes de 6 mètres de hauteur, en forme de lotus. De là, on accède à une grande cour à colonnade de 20 mètres de côté, ornée de bas-reliefs. Et cachée sous cette cour, on trouve une chambre funéraire. Elle contient 2 énormes sarcophages de granit rouge, protégés par un toit à 2 pentes, fait de blocs de calcaire monumentaux. À qui appartenait cette tombe somptueuse? Kimberley Watt a reçu l'autorisation spéciale d'explorer l'édifice. Je suis arrivée dans cet espace et c'est incroyable, c'est énorme. Cet impressionnant mastaba reprend des éléments de l'architecture royale. Il est orné de magnifiques reliefs. Il y a cette cour à ciel ouvert avec 20 pylônes. Chacun de ces piliers représente un même personnage. Son nom est inscrit en hiéroglyphes sur l'inscription qui le surmonte. On a l'individu et on a son nom ici, c'est Ptahchepsès. Ptahchepsès a vécu sous le règne du pharaon Niuserre. Son mastaba comporte près de 40 pièces. Ses proportions sont habituellement réservées aux membres de la famille royale. Mais c'est une ampleur, mais quasiment royale. Cependant, on se rend compte que ce n'est pas une personne royale. Parce qu'il a ce bâton qui est juste ici, qui montre que c'est un fonctionnaire. La splendeur de la tombe montre que Ptahchepsès a sans doute accumulé d'immenses richesses au service du pharaon. Toutes les figures qu'on voit ici sont représentées dans cette direction. Ces reliefs pointent vers le cœur de la tombe. Je suis arrivée dans la chambre funéraire. On le voit, elle est là en bas. Il y a le sarcophage, c'est d'une taille énorme, qui est en granit rouge. Et alors, juste à côté, il y a un peu plus petit sarcophage. Ce tombeau plus modeste est particulièrement intéressant. À qui appartenait-il? Un relief situé tout près de l'entrée du mastaba nous donne la clé de l'énigme. On est ici dans l'entrée de la chapelle funéraire et on retrouve Ptahchepsès qui est assis sur une chaîne. Et à côté de lui, on a enfin trouvé l'identité de la personne qui était dans le second sarcophage. Le personnage est là, surmonté lui aussi de son nom écrit en hiéroglyphes. Elle est très clairement indiquée. C'est sa femme. Mais surtout, et c'est ça qui est le plus important parce que c'est très rare, elle est une fille du roi. Le fait est exceptionnel. Dans l'Égypte ancienne, on recense très peu de cas de mariage entre une princesse et un homme du peuple. Comment expliquer cette union presque révolutionnaire? Le mastaba est tout entier dédié à la mémoire de Ptahchepsès et foisonne d'informations à son sujet. Ici, on voit le nom de Ptahchepsès, mais on trouve surtout un titre qui est important, c'est le titre de chargé de la perruque du roi. Ça lui donnait un accès unique au corps du roi. Et ce n'est pas le seul titre de Ptahchepsès. Ce bloc était au-dessus des piliers dans la cour. Et alors, il contenait le nom, mais aussi tous les titres professionnels de Ptahchepsès. Il y a celui ici qui s'appelle ami unique. Ça veut dire qu'il travaillait, qu'il était très proche du roi. Ptahchepsès a manifestement connu une ascension exceptionnelle. Il s'est hissé jusqu'au cœur même du pouvoir, comme en témoigne un dernier bloc de pierre. Ici, on voit 2 autres professions en plus. Il est juge, mais il est surtout vizir. Et c'était la position la plus importante dans le gouvernement égyptien. Ptahchepsès commence sa carrière comme manucure et barbier de Niuserre. Cette fonction lui confère une proximité unique avec le pharaon. Elle ouvre la voie à des positions de plus en plus importantes au sein de la cour.
Il s'élève dans la hiérarchie jusqu'à devenir le responsable des projets de construction royaux. Pour la nécropole d'Abousir, mais aussi pour l'ensemble de l'Égypte. Pour finir, il devient vizir du pharaon, l'équivalent d'un premier ministre actuel. Désormais, il n'est plus responsable que devant son roi. Ptahchepsès acquiert une telle influence à la cour que Nuséré le marie à sa fille, Kamerernepti. Le pharaon s'attache ainsi la loyauté et l'allégeance de son vizir. Mais cette ascension traduit un glissement du pouvoir. Désormais, les ressources de l'État ne sont plus l'apanage du roi. Une partie de l'élite administrative en tire parti. C'est la première fois qu'une tombe non royale inclut des éléments royaux. Et cette différence majeure n'a pas été vue encore au cours des siècles précédents. Les pharaons de la 5e dynastie paient la démesure de leurs prédécesseurs. Durant les 1re et 2e dynasties, les sépultures des pharaons sont de simples mastabas. La 3e dynastie innove avec les premières pyramides à degrés. Au cours de la 4e dynastie, la construction des gigantesques pyramides de Gizeh mène l'État au bord de la faillite. Voilà pourquoi celles d'Abousir sont beaucoup plus modestes. Les pharaons de la 5e dynastie sont affaiblis. Pour compenser leur perte d'autorité, ils achètent la loyauté de puissants dignitaires. Le roi a créé des liens et des connexions fortes avec ses fonctionnaires en mariant sa fille. Et c'est synonyme de la période à laquelle le roi donne plus de pouvoir à ses fonctionnaires, à des membres non royaux de son administration. Ces privilégiés bénéficient de nombreuses largesses. Ils reçoivent d'excellents salaires et la promesse de tombes splendides. Ces concessions sont un moindre mal. Elles permettent au pharaon de préserver ses prérogatives royales. En contrepartie, les fonctionnaires s'efforcent de mettre en œuvre ces projets de construction complexes et coûteux. Mais les finances de l'État sont dans une situation inquiétante. Les rois de la 5e dynastie doivent revoir à la baisse leurs ambitions funéraires. La nécropole d'Abousir abrite un autre type de monument. Il témoigne de la stratégie des pharaons pour se maintenir au pouvoir. Les pharaons de la 5e dynastie ont bâti leurs pyramides et leurs temples au cœur de la nécropole d'Abousir. En raison du manque de moyens disponibles, chacune d'elles présente des défauts. Mais la nécropole royale n'abrite pas seulement des sépultures. À l'extrémité nord du site, on trouve les vestiges de 2 monuments, dominés par d'énormes obélisques de 55 mètres de hauteur. Quelle est la fonction de ces mystérieux monuments? Et que peuvent-ils nous dire de la 5e dynastie? Massimiliano Nusolo, de l'Académie polonaise des sciences, connaît bien le site. Il y a consacré la plus grande partie de sa carrière. C'est un monument très impressionnant. On se sent tout petit dans ce vaste espace. L'égyptologue examine les restes de l'une de ces mystérieuses structures. On se trouve dans un enclos de forme rectangulaire, avec un grand mur d'enceinte. Ici, une allée pavée menait à un monument qui devait ressembler à une pyramide tronquée, avec un énorme obélisque dessus. Et ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'encore plus intéressant devant l'obélisque. C'est l'autel. Tous ces éléments sont typiques des temples de la 5e dynastie. Ce temple était-il un instrument de propagande au service des pharaons? Massimiliano Nusolo examine un grand bloc de pierre. C'est un élément très intéressant de ce site. Un encadrement de porte avec 2 montants. On voit ici qu'ils étaient faits pour accueillir une porte. La pierre est gravée. Ce qu'on voit ici, c'est que l'un des 2 montants comporte une inscription en hiéroglyphe avec le nom du roi Nuséré. On sait que Nuséré a renoncé à bâtir son complexe pyramidal selon la tradition par souci d'économie.
Alors pourquoi a-t-il consacré de précieuses ressources à la construction de ce temple? Selon Massimiliano Nusolo, le pharaon aurait ainsi tenté de reprendre la main face à une élite de plus en plus puissante. L'égyptologue examine le cartouche de Nuséré, un encadrement ovale qui contient son nom. Son cartouche est associé à un élément spécifique qui est le nom d'Horus d'or. L'Horus d'or fait partie de la titulature royale. C'est un nom lié au culte du soleil, Ré. Nusser prend ce titre divin et devient Nusser Ré. Il établit ainsi un lien avec Ré, le dieu du soleil, et affirme son statut de dieu vivant. Avec cette inscription, Nuséré voulait se présenter comme le fils du dieu soleil Ré, comme son descendant direct sur Terre. Ré, le dieu à tête de faucon, est la divinité suprême de l'Égypte ancienne. Dans la mythologie égyptienne, il est le créateur du monde. Les êtres humains eux-mêmes sont nés de ses larmes. Ré ne fait qu'un avec le soleil. Pendant la journée, il parcourt le ciel. La nuit, il traverse le monde souterrain pour renaître le matin suivant. Ré gouverne aussi les 3 saisons du calendrier égyptien. C'est lui qui déclenche chaque année la crue bienfaitrice du Nil. Il est enfin la force vitale qui fait croître les récoltes. Le roi des dieux est sans rival. Et Nuséré affirme être son incarnation sur Terre. C'est ce qui lui confère le pouvoir absolu. Le pharaon se déclare roi soleil, auréolé du pouvoir de Ré. Ce statut pourrait expliquer la construction de ce monument novateur. Massimiliano Nusolo trouve des indices sous la forme de hiéroglyphes. C'est une partie très importante du site, parce que c'est là qu'on comprend véritablement ce qu'était ce monument. Dans cette inscription hiéroglyphique, on a son nom originel, Chesep Ib Ré, c'est-à-dire celui qui réjouit le cœur de Ré, le dieu soleil. Ces ruines seraient donc celles du temple solaire de Nuséré. On voit aussi à quoi le monument devait ressembler à l'origine. Sur ce hiéroglyphe, on a une pyramide tronquée surmontée d'un obélisque. C'est ce qu'on aurait eu sous les yeux à l'époque. On a donc la confirmation que c'est un temple du soleil, le cœur du culte solaire à l'époque du roi soleil. Nuséré fait bâtir son temple du soleil vers 2400 avant notre ère. On y entre par un portique soutenu de 4 piliers. Il donne sur une allée recouverte de splendides calcaires blancs. Une chaussée de 120 mètres monte ensuite jusqu'à une magnifique terrasse. Ici, un portail imposant ouvre sur un vaste enclos. Dominé par une pyramide tronquée de 20 mètres de hauteur, recouverte d'un parement de granit rouge. Cette pyramide est à son tour coiffée d'un obélisque en calcaire de 36 mètres. Quelle était exactement la fonction de ce curieux sanctuaire? L'égyptologue nous montre un élément important de ce temple. C'est un autel constitué de 4 énormes dalles d'albâtre. Le choix de cette pierre rare et précieuse n'est pas anodin. Elle a une fonction précise, tout comme la forme de l'autel. L'albâtre est un symbole de pureté, le symbole du dieu soleil, et ces dalles ont une forme particulière. On a des bords arrondis et des côtés allongés, ce qui représente le signe Hétep, offrande. Offrande à qui? Au dieu soleil, qui est représenté au centre par cet énorme disque. Cet autel d'albâtre est situé au cœur du temple. C'est ici que les prêtres faisaient les offrandes à Ré, le dieu soleil. Mais quel était le lien entre ce lieu de culte et le besoin du pharaon d'asseoir son pouvoir? On a ici un ensemble de 10 grands bassins d'albâtre qui étaient utilisés pour les rituels de purification. Chaque jour, les prêtres venaient verser de l'eau ici. L'eau passait par un trou et s'écoulait dans les rainures d'un pavement relié à ces bassins.
Ce rituel de purification suivait des codes précis. Les offrandes étaient déposées tous les jours sur le pavement pour être dédiées au dieu soleil. Ces offrandes étaient purifiées par l'eau, qui arrivait des bassins, avant que le dieu soleil ne les prenne symboliquement. On a donc quelque chose qui permet de comprendre le rituel pratiqué ici et la fonction du temple. Ce rituel témoigne de la dévotion du prêtre envers le dieu soleil et son incarnation sur terre, le roi soleil Niuserre. Selon l'archéologue, ce temple indique un tournant dans l'histoire de l'Égypte ancienne. Niuserre et tous les pharaons de la 5e dynastie opèrent une mue salutaire. Ils deviennent des rois soleil. Ici, on assiste à l'apogée du culte solaire. Cet autel est la manifestation de l'association du culte du soleil avec le roi. On est vraiment au cœur de l'ère du roi soleil. Les rois soleil se placent au centre du culte et les pharaons deviennent des souverains divins. On est au sommet de l'obélisque du temple du soleil de Niuserre. Et d'ici, on touche vraiment le ciel et le soleil. L'au-delà était au cœur de la foi des anciens Égyptiens. Mais ici, dans le temple du soleil, ce qui est au centre des préoccupations, c'est la vie quotidienne, le culte quotidien du soleil et du roi lié au soleil. On observe donc un glissement des croyances religieuses. Les pharaons des dynasties antérieures étaient vénérés en tant que souverains absolus et devenaient des dieux dans l'au-delà. Désormais, avec ce culte solaire, les pharaons sont adorés comme des dieux de leur vivant. Une métamorphose utile pour renforcer le pouvoir de souverains affaiblis. On sait que ce n'est pas le seul temple du soleil construit par les rois de la 5e dynastie. Il y avait au moins 4 autres temples qui sont sans doute toujours enfouis dans ce secteur. Ces temples sacrés devaient incarner dans la pierre la puissance nouvelle des rois divinisés. Ces monuments représentent l'apogée du culte du soleil et des rois soleils, mais aussi le début d'une nouvelle ère. On sait qu'à la même époque, de hauts dignitaires faisaient de la concurrence au roi et se sont fait construire des tombes magnifiques. Les temples du soleil et le culte solaire permettent aux pharaons d'affirmer leur pouvoir sur des fonctionnaires de plus en plus puissants. Cette stratégie a-t-elle été efficace? Pour le savoir, Massimiliano Nuzolo se rend dans un secteur isolé du complexe pyramidal de Néferefré. Quand on arrive ici, on a l'impression qu'il n'y a rien. Mais ce n'est qu'une apparence. Parce qu'ici, sous nos pieds, il y avait autrefois le sanctuaire du couteau, un monument très important en lien avec le complexe funéraire du roi Néferefré. Lors des premières fouilles, les archéologues découvrent les ruines d'un bâtiment en terre crue de plus de 20 mètres de long. Le sanctuaire du couteau. Près de l'entrée, ils mettent au jour des couteaux de silex affilés éparpillés dans le sable. Dans une salle voisine, ils découvrent les fragments d'un pot. Son analyse révèle qu'il a contenu de la viande de bœuf. Dans une dernière salle, ils trouvent des cornes de bovin et une partie du crâne d'un animal. Ces macabres découvertes témoignent de rituels grandioses, inventés par les rois soleil. C'était un abattoir, un endroit où on tuait les animaux pour leur viande. D'après sa taille, cet abattoir devait servir lors d'événements de grande envergure, pour abattre d'énormes quantités d'animaux. L'archéologue cherche des indications dans le lot de papyrus découverts ici au XIXe siècle. Dans ces précieux documents administratifs, on a aussi consigné le compte des animaux requis pour les fêtes religieuses. Les archives d'Abousir donnent une idée de l'importance du sanctuaire du couteau.
On peut y lire que l'abattoir a servi à plusieurs reprises lors d'importantes fêtes religieuses, comme la fête Sed, l'un des principaux événements cultuels royaux. Lors des fêtes religieuses annuelles, des taureaux sont menés dans le sanctuaire du couteau. Là, les bouchers les tuent avec des lames de silex. Ils découpent ensuite les bêtes en portions de petite taille. Puis ils déposent ces morceaux sur la terrasse de l'abattoir. La chaleur du soleil égyptien permet alors de faire sécher la viande. Lors des cérémonies religieuses, les prêtres offrent rituellement cette viande au pharaon et aux dieux. Elle est ensuite partagée entre tous ceux qui ont participé aux préparatifs. Au cours de ces fêtes, on abattait jusqu'à 150 bêtes. Leur viande était ensuite distribuée aux gens de la nécropole et de la capitale. Par ces rituels grandioses, les rois soleils font la démonstration de leur statut divin et de leur pouvoir politique. C'était le moyen de créer un consensus autour de leur personne et d'assurer la stabilité politique avec tous les partisans du roi. Il s'agissait pour les rois soleils d'une façon de reconquérir ce pouvoir qui leur échappait. Cette stratégie s'est-elle avérée payante? Massimiliano Nuzolo se rend au temple funéraire de Saouré, le grand-père de Néferefré. Il espère y trouver des indices sur le succès ou l'échec de cette stratégie de reconquête du pouvoir. On sait que les rois de la 5e dynastie avaient perdu du pouvoir en comparaison des dynasties précédentes, et surtout de la 4e dynastie, la période des pyramides de Gizeh. Pourtant, on a ici sous les yeux une entreprise architecturale colossale. Ce temple était fait d'imposants blocs de pierre ouvragés comme celui-ci. On voit beaucoup de blocs de grande taille en calcaire, en granit et en basalte. Ils venaient de sites précis disséminés dans toute l'Égypte. Pour extraire, tailler et transporter tous ces blocs jusqu'à la nécropole d'Abousir, il fallait une main-d'œuvre nombreuse, bien organisée et loyale envers le pharaon. C'est la preuve qu'un roi de la 5e dynastie disposait des ressources sociales et structurelles nécessaires pour faire venir ce matériau jusqu'à son centre de pouvoir, le temple funéraire. Il y avait donc une approbation implicite du reste de la société. D'autres indices confirment la réussite des rois soleils. L'archéologue examine un détail architectural qu'on ne retrouve pas dans les autres temples d'Abousir. C'est un élément très étonnant des temples de la 5e dynastie, un réseau d'évacuation des eaux usées du sanctuaire. Ici, on voit encore les vestiges de canalisation creusés dans le sol. Elle permettait d'évacuer jusqu'au Nil l'eau utilisée au sein du sanctuaire. On sait que les prêtres transportaient l'eau du Nil dans des jarres et qu'elle servait lors de rituels avec les statues du roi. Et on a ici la preuve de cette activité. Dans l'Égypte ancienne, l'eau du Nil est considérée comme pure. Les prêtres du temple viennent chaque jour en prélever pour le culte. Ils la transportent dans des vases à libation jusqu'à la salle des offrandes. Cet espace sacré est dédié à l'adoration du pharaon. Les prêtres versent l'eau du Nil dans des bassins d'albâtre. Elle va servir à laver les statues du roi lors d'une cérémonie de purification rituelle. Une fois utilisée, l'eau est considérée comme impure. Elle est jetée dans le réseau de canalisation de cuivre du temple et retourne ainsi au Nil. Ce rituel quotidien montre que le pharaon est bien un objet d'adoration. Il est considéré comme un dieu tant par les prêtres du temple que par ses sujets. Une fois ce statut divin acquis, il faut le préserver. Comment les pharaons de la 5e dynastie ont-ils alimenté et perpétué cette dévotion pour leur personne? Abousir conserve encore bien des mystères. Mais une découverte relativement récente
permet de mieux comprendre la manière dont les rois soleil ont consolidé leur pouvoir terrestre. Massimiliano Nuzolo nous guide vers le complexe funéraire du pharaon Néféréfré. Nous sommes devant les ruines de la salle hypostyle du complexe pyramidal du roi. Néféréfré représente la 4e génération de roi soleil. Il fait construire cette grande salle hypostyle devant son mastaba. L'édifice, principalement composé de terre crue, s'est érodé au cours des millénaires. Les salles hypostyles sont un élément courant dans la suite de l'histoire égyptienne. Mais ici, on a le tout premier exemple de ce type d'édifice. Il s'agit à l'époque d'une véritable innovation architecturale. Une salle hypostyle est une vaste pièce dont le plafond est soutenu par une forêt de colonnes. Ici, 20 colonnes de bois reposent sur de puissantes assises de calcaire. Elles sont finement ouvragées et peintes de couleurs éclatantes. L'un des murs est occupé par une statue en bois. Elle représente le pharaon grandeur nature, assis sur un trône doré. D'autres statues de pharaons en calcaire poli ornent la salle. Devant le roi, des statuettes en bois représentent les ennemis de l'Égypte. Des Nubiens et des Libyens agenouillés, les mains liées. C'est un élément important. Il nous apprend comment les rois soleil ont assuré la continuité de leur culte. La salle hypostyle est au cœur du complexe pyramidal de Néféréfré. Dans l'Égypte ancienne, le temple funéraire est un espace sacré. C'est le lieu où l'on adore le souverain et où on célèbre son voyage vers l'au-delà. Sous l'Ancien Empire, il y a plus de 4500 ans, les temples funéraires sont reliés à la pyramide du pharaon. Mais 1000 ans plus tard, sous le Nouvel Empire, l'époque des pyramides est révolue. Les pharaons se font tailler des tombeaux dans la roche. Et les temples funéraires sont alors séparés des sépultures royales. Voici l'un des temples funéraires les plus emblématiques de l'Égypte ancienne. Celui d'Hatchepsout, près de la vallée des rois. Ce gigantesque édifice est encore debout aujourd'hui. Ses proportions monumentales sont l'aboutissement d'une longue tradition, inaugurée lors de la 5e dynastie. Le temple funéraire d'un roi de la 5e dynastie était une sorte de machine à ressusciter qui fonctionnait en plusieurs étapes. On avait d'une part des rituels spécifiques célébrés chacun dans une partie du complexe, et d'autre part, un décor somptueux qui montrait le roi, le fils légitime du dieu soleil, en train d'accomplir toutes ses tâches sur Terre. Les statuettes découvertes dans la salle hypostyle montrent que les temples avaient un autre usage, beaucoup plus prosaïque. Ces pièces sont conservées au musée égyptien du Caire. Massimiliano Nuzolo a obtenu l'autorisation de les examiner en détail. Je suis très ému de tenir cette statuette de bois dans mes mains pour la première fois. Elle est tellement légère, c'est incroyable. Le corps humain a été sculpté avec une profusion de détails. C'est un privilège de la voir de très près comme ça. J'ai devant moi l'une des plus anciennes représentations d'un prisonnier de l'Égypte ancienne. Les ennemis de l'Égypte sont figurés symboliquement comme des prisonniers, capturés et enchaînés. C'est l'une des statues qui ont été trouvées dans la salle hypostyle. Elle figure un prisonnier, les mains attachées dans le dos et agenouillé probablement devant le roi. Ces statues se trouvaient près du mur. Et il y avait sans doute une statue plus grande, celle du pharaon, qui dominait la scène et qui montrait le triomphe du roi sur ses ennemis, le triomphe de l'ordre sur le chaos. Les statues sont de la propagande royale. Elles proclament la puissance des rois soleils et la suprématie du culte solaire sur Terre.
Les rois de la 5e dynastie voulaient démontrer qu'ils étaient les fils légitimes du dieu soleil Ré. En tant que tels, ils devaient accomplir différentes tâches, et notamment triompher des ennemis de l'Égypte. Quand il n'y avait pas de véritable guerre pour le faire, ils devaient vaincre ces ennemis rituellement au quotidien. On plaçait donc ces statuettes dans ce but, pour célébrer chaque jour la défaite de l'ennemi. C'était leur façon de démontrer qu'ils étaient les fils du dieu soleil Ré. Les pharaons de la 5e dynastie doivent se contenter de pyramides plus modestes que celles de leurs prédécesseurs. Mais ils font bâtir de riches temples funéraires. Ces édifices sont remplis d'images évocatrices d'ennemis vaincus. Ici, on vénère les pharaons comme des dieux. Ces temples sont le moyen d'entretenir et de perpétuer le culte du soleil qui légitime le pouvoir du roi. Les tombes des rois soleils ne peuvent rivaliser avec la splendeur des pyramides de Gizeh. Mais elles sont toutes connectées par un lien puissant, à la fois symbolique et topographique. Cédric Gobeil cherche à savoir pourquoi elles ont été construites à cet endroit précis. Le site d'Abousir, il couvre plusieurs hectares, et ce n'est malheureusement pas en marchant entre les pyramides qu'on obtient le maximum d'informations quant à la raison pour laquelle ce site a été choisi. Abousir se trouve entre Gizeh et Saqqara, le lieu de construction des premières pyramides à degrés. Les trois sites sont situés sur la rive ouest du Nil, du côté du couchant. Pour les anciens Égyptiens, l'endroit où se couche le soleil est le lieu du séjour éternel des morts. Pour avoir vraiment une idée un peu plus juste quant aux raisons ayant mené au choix de ce site, je pense qu'en regardant d'un peu plus haut, on puisse avoir une meilleure idée. Des images satellites permettent d'étudier la position exacte des pyramides. Je regarde maintenant une carte satellite de la région du Caire, sur laquelle on voit clairement les pyramides de Giza et celles d'Abousir. Et sachant que les pyramides de Giza sont alignées et font face à un endroit très précis sur la rive est, et que les pyramides d'Abousir sont également alignées vers cette même direction. Les angles nord-est des pyramides de Gizeh et d'Abousir sont tous alignés dans la même direction. On prend les deux lignes et les deux lignes convergent à un endroit vraiment précis. L'archéologue se rend à une trentaine de kilomètres du site pour voir l'endroit où convergent ces lignes. Il pourrait expliquer pourquoi les rois soleils ont aligné leurs tombes sur ce point. Wow! Dieu, c'est vraiment fantastique! Très grand obélisque. Depuis les sites des pyramides, toutes les diagonales pointent vraiment en ce lieu unique. Les pyramides d'Abousir et de Gizeh sont toutes orientées vers cet obélisque. Quelle est donc la fonction de cet étonnant monument? J'ai justement ici une pierre devant l'obélisque, avec l'image du dieu Ré lui-même, facilement reconnaissable à sa tête de faucon qui porte le disque solaire sur sa tête. Cet emplacement a une signification particulière pour les rois soleil et Ré, leur divinité tutélaire. Lorsqu'on regarde les inscriptions qui couvrent cet obélisque, on apprend qu'il a été érigé en 1950 avant Jésus-Christ. Mais il est clair que cet endroit est beaucoup plus ancien. Le nom de ce lieu, c'est Héliopolis. Héliopolis, la ville du soleil, serait le lieu de naissance du monde. Au XXVe siècle avant notre ère, c'est le principal centre religieux de l'Égypte. Le siège du culte des dieux du soleil, Ré et Atum. Les 9 divinités primordiales d'Égypte sont étroitement liées à Héliopolis.
Réatoum a engendré l'air et l'eau, qui ont engendré le ciel et la terre, les parents d'Isis et d'Osiris. La cité possède des dizaines d'obélisques. Ces monolithes surmontés d'une pyramide s'élèvent haut dans le ciel. Ils symbolisent à la fois le culte du soleil et le pouvoir du pharaon. Héliopolis est l'une des plus anciennes cités d'Égypte. Elle a perduré pendant 2 millénaires et le sanctuaire est resté actif bien au-delà du Nouvel Empire. C'est le lieu de la création première. C'est ici où tout a commencé. Et entre autres, la création du soleil. Et c'est donc la raison pour laquelle ils ont utilisé comme symbole l'obélisque. Parce que l'obélisque, pour les anciens Égyptiens, c'est un rayon de soleil pétrifié. Ce colosse de granit, situé au cœur d'Héliopolis, est le plus vieil obélisque du monde. Ré, l'une des divinités, l'un des dieux les plus importants pour les anciens Égyptiens, est donc honoré, vénéré ici. C'est que c'est ici, à cet endroit, où la création a vu le jour, où le monde est né. L'alignement des pyramides sur cette cité témoigne du lien intime tissé entre les pharaons de l'Ancien Empire et le soleil. Leur pouvoir est inséparable de ce culte. Les souverains en tirent à la fois leur autorité politique et leur rayonnement culturel et religieux. Le soleil qui renaît tous les jours et le soleil qui est éternel, ces pharaons voulaient aussi être éternels comme le soleil. Le fait que toutes les pyramides pointent en ce lieu même de la création du monde liait ces rois à leur destinée. Héliopolis est resté un lieu de culte pendant des millénaires. Et son aura est inscrite pour toujours dans l'orientation des pyramides d'Égypte. Mais le pouvoir des rois soleils diminue. Le culte du soleil s'estompe peu à peu. Que s'est-il passé? Pour retracer cette histoire, Massimiliano Nuzolo se rend à Saqqara, à 3 km au sud d'Abousir. Là-bas, une magnifique tombe renferme des indices sur la fin des rois soleils. La tombe de Ti date de la 5e dynastie et elle est dans un très bon état de conservation. Ti était un grand prêtre de Ré et il officiait à la cour au milieu de la 5e dynastie. Ti est devenu grand prêtre sous le règne de Nuséré, le 6e roi soleil. La qualité exceptionnelle de la décoration et de la conception de ce mastaba montre que Ti était un homme très puissant. Il devait même rivaliser avec le roi, parce qu'on trouve ici des éléments d'architecture royale. La tombe de Ti est ornée de somptueux bas-reliefs. Ses murs sont couverts de hiéroglyphes très élaborés. C'est une sépulture digne d'un roi. Cette richesse signale un changement de paradigme dans la société de l'Égypte ancienne. Ce type d'architecture n'est plus l'apanage du pharaon et de son vizir, comme Ptahchepsès. Les grands prêtres peuvent aussi prétendre à cette splendeur. On a ici un indice très parlant. C'est la fausse porte du fils de Ti. Il s'appelle Demedj. Son nom est inscrit des deux côtés. Il est sans doute mort avant son père, ce qui explique qu'il ait été inhumé dans sa tombe. Ce qui est intéressant, c'est que Demedj partage certains titres avec son père, notamment ceux du Temple du Soleil, ce qui veut dire qu'il officiait là-bas. Les bas-reliefs nous racontent autre chose que de simples liens de parenté. On a ici le nom du temple du soleil de Saouré et celui du temple du soleil de Néferir-Karé, donc de 2 rois successifs. Ce qui est intéressant, c'est que le fils de Ti porte exactement les mêmes titres que son père. C'est important, parce que ça veut dire que cette charge est désormais héréditaire. Elle passe du père au fils sans que le pharaon intervienne. C'est le signe d'une société qui évolue, avec la mise en place d'une forme de népotisme au cœur de la 5e dynastie. Les hauts dignitaires peuvent donc désormais transmettre leurs titres et leurs fonctions à leurs enfants, comme Ti le fait avec son fils. On assiste à la naissance d'une nouvelle élite de fonctionnaires. Ils ont acquis tant de pouvoir qu'ils peuvent s'affranchir en partie de l'autorité du pharaon. Ces titres nous montrent qu'au milieu de la 5e dynastie, le roi n'avait pas la mainmise complète sur l'élite qui gravitait autour de lui.
Massimiliano Nuzolo nous mène au cœur de la tombe de Thi. Et un élément, ou plutôt l'absence d'un élément, le surprend. Ici, aucun hiéroglyphe ne se rapporte au dieu Ré. Nous sommes ici dans la chambre intérieure de la tombe de Thi, celle des offrandes. On y trouve cette magnifique fausse porte dédiée au propriétaire de la tombe. Et on peut y lire la totalité de la carrière du grand prêtre. Une fausse porte est le seuil symbolique entre le monde des vivants et celui des esprits et des divinités. C'est un élément typique des tombes et des temples funéraires d'Égypte. Elle permet à l'âme du défunt de revenir dans notre monde pour recevoir les offrandes des vivants. En haut de la fausse porte, sur l'architrave, on a la toute première mention connue du dieu Osiris. Osiris est un nouveau venu dans le panthéon égyptien. Dans la mythologie, Osiris donne au peuple égyptien de nouvelles lois. Il lui apporte la civilisation et lui enseigne l'agriculture. Son frère Seth devient jaloux de sa puissance. Il le tue sauvagement, le démembre et disperse les morceaux de son corps dans toute l'Égypte. Isis, l'épouse d'Osiris, rassemble les parties éparses de son corps. Elle les enveloppe dans du lin et le fait revenir à la vie à l'aide d'un sort puissant. Osiris ne peut demeurer dans le monde des vivants. Il descend dans le monde souterrain et devient roi de l'au-delà. On peut dire que c'est le début de la fin pour les rois soleils. Le culte du soleil touche à son terme. La tombe de Thi illustre l'ascension d'Osiris, destinée à dépasser Ré lui-même. C'est le signe d'une révolution religieuse en cours dans l'Égypte ancienne. Thi adore un nouveau dieu, et il compte bien le rejoindre dans l'au-delà. À cet instant, au milieu de la 5e dynastie, ce personnage est en mesure de s'approprier les prérogatives royales et le culte d'un dieu très important comme Osiris. Un dieu auquel il veut être assimilé dans l'au-delà, exactement comme le font les rois. La résurrection était jusqu'alors un don de Ré et l'apanage de la royauté. Désormais, les gens du peuple peuvent y prétendre. Thi peut s'élever dans la hiérarchie de son vivant et renaître dans la mort. Les rois soleils perdent à la fois leur statut divin et l'autorité sur leur sujet. Saqqara cache d'autres indices sur le déclin des rois soleils. Massimiliano Nuzolo examine les vestiges d'une pyramide voisine. La demeure d'éternité du 9e et dernier pharaon de la 5e dynastie, le roi Ounas. Ounas a choisi d'être inhumé à Saqqara, et non dans la nécropole familiale d'Abousir. Les salles intérieures de sa tombe permettent de retracer la fin des rois soleils. Oh wow! C'est extraordinaire. C'est incroyable. La chambre n'est pas grande, mais elle est couverte de formules funéraires. Ce sont des sorts destinés à favoriser le voyage de l'âme du défunt vers l'au-delà. On voit ici le nom du roi et celui d'Osiris, à qui le roi veut être assimilé. Ounas aurait donc été lui aussi adepte d'Osiris. Ce qu'on voit ici sur le mur, c'est l'assimilation finale du roi Ounas, dont on voit ici le cartouche, à Osiris. Ounas est devenu le dieu Osiris. Ounas adhère au culte d'Osiris, le dieu de l'au-delà. Il ne fera pas construire de temple du soleil. C'est la fin du culte solaire de la 5e dynastie et de l'ère des rois soleils. C'est un tournant dans l'histoire de l'Égypte, la fin de l'ère des rois soleils. Le dieu dominant est maintenant Osiris, et le roi veut être identifié à cette divinité. On est à l'aube d'une nouvelle période de l'histoire égyptienne. Ounas n'a pas d'héritier masculin, et la 5e dynastie s'achève avec lui. La nécropole d'Abousir sera le seul témoignage de leur lignée. Les complexes funéraires des rois soleils sont abandonnés au sable du désert.
Si les célèbres pyramides de Gizeh sont encore debout après 4500 ans d'existence, celles d'Abousir ne sont plus que des ruines. Comment expliquer une telle différence? C'est la question que s'est posée Zeynab Adigoun. L'ingénieur explore la plus grande des pyramides du site, la tombe de Néferir Carré. J'ai envie de savoir pourquoi ces pyramides d'Abousir sont dans un tel état de délabrement. Je suis donc venue voir de plus près ce qui s'est passé. Zeynab Adigoun cherche des indices dans la maçonnerie de l'édifice. Mais l'enquête s'annonce difficile. Les ruines des pyramides d'Abousir sont en partie enfouies sous le sable et les décombres. Dans la partie est de la pyramide, un effondrement permet de voir une coupe transversale de la construction. Les étages inférieurs de la pyramide sont faits d'un noyau de pierre revêtu d'un calcaire de bonne qualité. Les ouvriers ont ensuite posé des blocs grossièrement taillés et ont entrepris de les parer de granit rouge. Comme les autres, cette pyramide était recouverte d'un parement de pierre, mais il a été volé et les blocs de la maçonnerie se sont retrouvés exposés aux intempéries. Dans l'Antiquité, des pilleurs ont volé les pierres de bonne qualité pour les réutiliser. Ce vol permet à l'ingénieur d'examiner les pierres du cœur de l'édifice. Ce qu'on voit ici, c'est une coupe transversale de la pyramide. Elle montre des blocs grossièrement ajustés et aussi les matériaux qui ont été ajoutés, notamment des débris de calcaire et du sable. Les niveaux supérieurs de la pyramide n'ont jamais été protégés par un parement de calcaire. Et le cœur de l'édifice, déjà de conception défaillante, a encore été fragilisé par le vol du parement du niveau inférieur. Cette zone est restée à l'air libre, donc directement exposée aux éléments. Et l'eau peut occasionner des dégâts. Elle s'infiltre dans les fissures, la pierre se dilate, puis se contracte avec la sécheresse, et tout ça finit par élargir les fissures. En Égypte, la température peut passer de 40 degrés dans la journée à 10 degrés la nuit. L'humidité s'infiltre dans les fissures de la pierre, qui se dilatent et se contractent au fil des variations de température. Après plus de 4000 ans d'exposition aux intempéries, le cœur de la construction est encore plus instable. Les pyramides de Gizeh sont faites de blocs beaucoup plus grands qui ont été très bien assemblés. Ici, en revanche, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi les pyramides d'Abousir n'ont pas résisté à l'épreuve du temps. La grande pyramide de Khéops, à Gizeh, est une prouesse architecturale. Sa conception et ses matériaux sont de bien meilleure qualité. Son magnifique parement de calcaire blanc a lui aussi attiré les pilleurs, et il a aujourd'hui disparu. Mais son cœur était si bien conçu qu'il a résisté aux variations climatiques de l'Égypte pendant des millénaires. Les rois soleils n'ont pas eu cette chance. L'évolution du paysage politique et l'assèchement des ressources les ont obligés à transiger sur la qualité de leurs pyramides. À leur mort prématurée, Néferir Carré et Néferefré ont laissé des tombes inachevées, mal conçues et dangereusement exposées aux intempéries. Niuserre a été contraint de bâcler les travaux pour achever leur tombe. Et il a dû se contenter du peu de moyens qui lui restaient pour bâtir la sienne. En fait, ces monuments sont en train de retourner au désert. Les pyramides de la 5e dynastie n'ont pas résisté au temps. Les sables ont peu à peu repris possession de ces demeures d'éternité. Et leurs fragiles silhouettes sont comme les fantômes d'un monde disparu. Mais les rois qui les ont bâtis ont laissé une marque indélébile sur l'Égypte ancienne. À la mort du pharaon Ounas, une nouvelle famille royale monte sur le trône. C'est le début de la 6e dynastie. Les dynasties égyptiennes se sont succédées pendant des milliers d'années. Toutes ont connu le temps de l'ascension et celui du déclin. Mais leurs sépultures extraordinaires nous parlent encore d'elles. C'est ainsi que nous pouvons aujourd'hui reconstituer l'histoire des rois soleils. Ces monuments représentent l'apogée du culte du soleil et des rois soleils, mais aussi le début d'une nouvelle ère.
Le site d'Abousir est méconnu. Il compte pourtant des monuments fascinants. Des pyramides, des temples et des complexes funéraires. Cette majestueuse nécropole nous a livré des informations étonnantes sur l'ascension des rois soleils. Pour asseoir leur légitimité, ils sont devenus des pharaons divinisés. Les pharaons de la 5e dynastie ont voulu surpasser leurs prédécesseurs. Et ils se sont attachés leur sujet grâce à des fêtes démesurées, organisées aux frais de l'État. La nécropole royale abritait une élite qui s'est tissée au plus haut de la hiérarchie sociale. Et ces dignitaires ont fini par rivaliser avec le pharaon en termes de pouvoir et de richesse, jusqu'à vouloir eux aussi leur place dans l'éternité. Avec ses pyramides imparfaites et sa dynastie de rois soleil, Abousir reste le témoin unique d'un tournant majeur dans l'histoire de l'Égypte.